Envoyer des flux, vous avez plein de choses pour le faire. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on fait du processing, du traitement. Donc on a plusieurs façons de faire du traitement. Vous avez la partie requête-réponse, et en fait quand vous faites une application web, une application interactive avec un utilisateur, c'est comme ça qu'on travaille. Vous avez une action, l'utilisateur travaille, le système travaille, ça vous répond. Vous avez le système batch, et maintenant ce qu'il faut, c'est le système qui va prendre les flux et les traiter en temps réel. La raison d'être en fait de Flink. Et ça a besoin de certaines propriétés qui vont être la capacité à capturer les événements en temps réel, la capacité à faire des applications qui vont tourner de façon continue et réagir sur ces événements. Mais malgré tout, idéalement, il faut pouvoir traiter en batch et en temps réel, sans avoir besoin d'avoir 2 ou 3 frameworks différents. Pour ceux qui ont fait de la Hadoop, vous aviez l'habitude de travailler en Hadoop classique pour faire du batch, et de faire du Storm, par exemple, pour faire du temps réel. C'est qu'on avait 2 langages, 2 architectures différentes. Avec Spark et avec Flink, on peut réussir à faire la même chose pour le temps réel en streaming et pour le batch. Donc Flink a été créé pour ça, faire du processing sur des événements en temps réel. C'est un projet Apache, et il y a une société qui est derrière, qui fournit le support et du consulting, qui s'appelle Data Artisan. Flink existe depuis assez longtemps, 4-5 ans, même peut-être plus. Avant, ça s'appelait Stratosphere, le premier nom du projet. Et c'est un projet qui a été créé à Berlin, dans une des universités. Donc le siège social, la plupart des gens sont à Berlin pour Data Artisan. Et tout l'écosystème Big Data utilise des connecteurs avec Flink. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a été conçu et l'architecture interne du produit. Qui fait du Spark ici? Une seule personne. Donc en fait, pour les gens qui font du Spark, vous allez voir la comparaison est assez proche dans l'architecture et dans les informations, la façon dont c'est conçu. Donc déjà, vous allez avoir un runtime, quelque chose dans lequel vous allez pouvoir déployer. On ne voit pas grand-chose avec la lumière. Vous avez plusieurs façons de le déployer. C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de le faire en un déploiement en local, c'est-à-dire tourner dans une VM simple. C'est ce que je vais montrer aujourd'hui. Possibilité de faire un cluster, soit un cluster de plusieurs VM, JVM, pour différencier avec donc plusieurs process Java qui vont être distribués sur plusieurs machines, et c'est Flink lui-même qui va faire la coordination. Soit travailler avec des choses comme Yarn et Mesos. Mesos, ça vous dit quelque chose? C'est l'orchestrateur sur des containers. Donc l'idée, c'est d'avoir des containers Docker ou autres qui contiennent des process Flink qui vont être distribués et gérés par Mesos. Yarn, c'est la même chose, sauf que c'est un orchestrateur pour des JVM. C'est l'orchestrateur qui est dans Hadoop. Et il y a également des plugins pour directement faire des clusters Flink sur AWS ou sur Google Compute. Au-dessus de ce système de déploiement, il y a le cœur du produit qui va être le runtime, qui va être un point qui est important, c'est de pouvoir gérer des flux de données et des process sur les flux de données de façon distribuée. Faire un outil qui prend des données de façon en stream, c'est facile quand c'est sur une machine. Ça, c'est relativement simple. Ce qui est compliqué, c'est quand on va devoir le faire sur plein de machines physiques différentes. Parce qu'il faut garder en tête qu'on fera du traitement, donc le volume d'informations peut être important. Il faut de la coordination entre les différents process. Au-dessus, on va avoir toutes les API et les librairies pour mettre à disposition les API pour un certain type de traitement. À commencer par le batch. C'est-à-dire qu'on peut mettre à disposition et traiter des données en batch. Lire dans un fichier, lire dans une base de données, prendre ça et faire du traitement. Donc le dataset API, c'est pour le batch, ça va lire différentes sources, et au-dessus, vous avez un certain nombre de librairies. Une partie qui va être FlinkML, qui est du machine learning. Ça, c'est très très peu utilisé, et je dirais, aujourd'hui, c'est pas intéressant. C'est que ça a été créé par la communauté, parce qu'on commençait à avoir beaucoup de gens qui posaient la question sur, par rapport à Spark, machine learning, comment se positionner, etc.
Ce qu'on voit aujourd'hui, de toute façon, c'est qu'autour du machine learning, les boîtes utilisent un petit peu SparkML, mais vont faire beaucoup de choses. Elles vont faire du TensorFlow, ils vont faire du café, des choses en Python, à droite, à gauche. Généralement, dans les entreprises, le machine learning est traité, d'ailleurs, avec d'autres librairies. Par contre, ce qui est utilisé et vraiment intéressant, c'est la capacité à traiter les données de façon graphe. C'est-à-dire que vous avez des données qui représentent un réseau social ou votre réseau d'entreprise avec toutes les applications et les dépendances. On peut interroger et traiter ces données graphes par un graphe de données en mémoire qui va être traité par Flink, ou alors utiliser les données avec du SQL. Et donc, ça permet de faire du processing et l'interrogation de la source sur des modes batch, sur du relationnel. De la même façon qu'il y a une API qui a été faite pour le batch, il y a la partie stream, c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui, qui va, elle, être capable de lire et d'écrire au fil de l'eau des données. Et ça va fournir deux librairies de haut niveau, en dehors de celle-là, qui est vraiment je veux accès à la donnée, je vais faire de l'agrégation et des choses comme ça. Une partie qui est de complex event processing et une partie qui est de côté relationnel, qui va permettre de faire du SQL sur des flux de données. Faire de l'analytique en temps réel sur des flux. Donc moi je vais vous faire une démonstration basique, première démonstration de Flink. Où le... Je suis obligé d'enregistrer. Hop. Oui. Bon, tant pis. Je vais vous... Je vais avoir enregistré la définition. Voilà. Donc là, j'ai un tout petit programme qui prend... Je n'arrive pas à garder la définition, donc je vais le faire comme ça. 800 par 600, c'est pas mal. Je vais ouvrir une socket. Donc là, c'est juste, je vais capturer tout le texte que je tape sur le terminal qui va partir sur la socket, une socket en port 8888. Et je vais avoir Flink, ici, qui va juste écouter sur le port, prendre tout ce qui y rentre. Et chaque fois qu'il y a un événement, on va prendre la chaîne de caractères et l'envoyer dans un data stream. Donc là, on est dans l'API de streaming. Ensuite, je vais faire un traitement sur cette chaîne de caractères, c'est-à-dire que je vais regarder les mots que j'ai à l'intérieur de ma chaîne de caractères et je vais faire un count pour chaque mot. Et je vais grouper par mot et juste imprimer le résultat. Donc si je commence j'exécute le programme, donc le moteur Le moteur Kafka démarre en standalone. Il a démarré tout le moteur, il a préparé le travail. Maintenant, il attend pour les événements. Donc, ce que je vais faire ici, je saisis un mot, il passe dans le système, il est groupé, hello, group by, one, groupé par le premier, combien de fois tu l'as trouvé? Une fois. Si je tape une deuxième fois, 2 fois, etc. Si je tape 3 fois ce mot,
il cumule, et à chaque fois qu'il y a un événement, il l'imprime. Donc ça, c'est le traitement de base de Flink. Donc si je donne plusieurs mots, à chaque fois qu'il va trouver un événement, il le traite, il le publie. Ce qui est intéressant de voir, là, c'est que pour Hello, ça continue de grossir, parce qu'en fait, il garde l'état. Et dans la gestion d'état autour du streaming, c'est important, parce qu'en fait, on va potentiellement, ces événements peuvent durer des jours et des jours. Actuellement, tout est stocké en mémoire. Je n'ai pas fait une gestion d'état. Il y a plusieurs choses qu'il est possible de faire, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui dire on verra après les différentes options. Maintenant, tu agrèges tous les 5 événements. Après, j'agrège les différents types. Pour chaque type, tous les 5 événements, tu vas faire le travail. Donc, je redémarre mon programme. Et là, maintenant, si je tape Hello, il ne se passe rien. Parce qu'il n'y a pas eu 5 fois cet événement. Si je tape La Rochelle, là on est à 3 événements. Si je tape Jug, 4, 5. En fait non, c'est 5 événements du même type. Et là il va exécuter le code. Donc si je tape... là on a le 5. Alors le traitement n'est pas très intéressant là, parce qu'il va juste cumuler 1 à chaque fois. Et toute la gestion d'état des messages qui sont envoyés sont gérés par le runtime. Si on regarde le code, alors moi je suis plutôt un programmeur Java qu'un programmeur Scala, donc la plupart du code que j'écris quand je fais des démos en Java, je suis plus productif. Par contre j'aime bien soit copier du code Scala ou écrire du code Scala pour les slides. C'est plus... il y a moins de bordel à écrire pour le même résultat. Donc là c'est plus ou moins le même code, hein, sauf que là c'est le batch, dataset, je prends un fichier, ça pourrait venir d'une base de données, d'une requête, ça pourrait être vraiment n'importe quelle source, et je fais le même traitement plus ou moins, je fais le split, je group by word, donc là c'est juste donner un nom pour la fréquence, et je fais la somme, et j'imprime. Plus ou moins la même chose, là c'est très proche de ce que j'ai fait, donc je récupère la ligne, je split par espace, je regarde, et je pourrais sortir toutes les secondes, il y a plusieurs options, on va regarder sur le temps dans une seconde. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que le même traitement va être très très proche l'un de l'autre en batch et en streaming. Et ça c'est un point important parce qu'il faut vraiment éviter d'avoir 50 000 frameworks pour faire à peu près la même chose, parce que si vous avez un gros traitement qui va être de l'agrégation, du calcul pour gérer des événements qui vont envoyer des alertes, si vous avez besoin de le faire en batch et si vous avez besoin de le faire pour certains moments, notamment les premières phases de projet pour après passer par du streaming, vous pouvez le faire avec le même framework, ce qui facilite quand même beaucoup la tâche. Donc si on regarde le processing, c'est que vous avez une source, dans ce cas-là c'était juste une socket TCP, vous avez tout le travail de transformation et souvent vous allez avoir une destination, une ou plusieurs destinations. Là dans mon cas, c'était juste j'imprimais sur la console. Dans le cas de Flink, il y a plein de sources et plein de destinations qui sont mises à disposition. Kafka et MapperStream. MapperStream, c'est l'implémentation Kafka de Mapper. C'est la même API, mais ce n'est pas le même stockage. Kinesis, qui va être le système de messaging d'AWS, RabbitMQ, Twitter, Bayer, qui va être une couche au-dessus des systèmes de messaging. Et pareil pour la destination, on peut reposter des messages sur les systèmes de messaging, mais on peut également envoyer vers Elastic, on peut envoyer vers HDFS, MapperFS, vers des bases NoSQL, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les gens ne vont pas directement utiliser ces connecteurs, ils vont pas directement ceux-là, ils vont plutôt directement utiliser Kafka en source et en destination pour laisser le traitement de où est-ce que je dois envoyer la donnée, non pas à la responsabilité de Flink, mais à la responsabilité de la personne qui va consommer le topic sur Kafka. Si vous prenez l'exemple de ce que vous pouvez faire avec ça, c'est que si on écoute la couche TCP, on écoute une carte réseau,
vous avez toutes les adresses IP, l'ordre qui est envoyé. Vous le capturez, vous le traitez, vous nettoyez et vous envoyez certaines données à Elastic pour pouvoir faire de la recherche sur du hack ou des choses comme ça. Et ça tiendra à la charge parce que Flink, justement, par la suite, a été fait pour traiter plusieurs choses. La source, le filtering, la transformation, donc tout le travail qui a été fait, la gestion d'état. La gestion d'état, c'est, vous voyez ici tous les compteurs que j'ai gardés. C'est un état qui va associer tel type de clé à telle valeur. Donc il faut pouvoir la sauver. Donc là, c'est sauvé automatiquement en mémoire. Il y a différents systèmes de stockage, fichiers, bases de données. Mais il faut également non seulement avoir une gestion d'état, mais aussi pouvoir le faire de façon distribuée et scalable. Donc en fait, Flink a été construit, et ça c'est une partie qui est importante, c'est-à-dire que si vous avez besoin de quelque chose de hautement disponible et de scalable, il faut que ce soit distribué et répliqué. C'est ce que fait Flink. Parce que si je reviens, alors il y a des flèches qu'on ne voit pas très bien. Si je reviens là-dessus, ça c'est pas dur à écrire. Vous prenez n'importe quel ETL, un Talent ou je sais pas quoi, il sait faire ça. Par contre, si vous voulez scaler sur des milliers de serveurs et avoir la Obispo qui va tomber dans tous les sens, ça devient un problème complètement différent. Indépendamment de la capacité à lire le volume d'information. Et donc le cœur de Flink, c'est justement cette capacité à distribuer et le processing, la gestion d'état, et pouvoir avoir plein de sources d'informations en entrée et en sortie. Alors la question qui est toujours, quand on a une nouvelle technologie, ou une technologie nouvelle ou pas à apprendre, c'est est-ce que je suis le seul à l'utiliser? Dans la salle, je suis le seul, sinon vous ne seriez pas là. Mais c'est pas mal utilisé. Alors là, j'ai pris avec un focus sur quelques clients ou quelques utilisateurs français. Donc dans les telcos, vous avez Ericsson, Bouygues, il y a Portugal Télécom. Dans le voyage, il y a Amadeus, Zalando. Alors Zalando est comme Flink, c'est une boîte de Berlin, qui sont très proches. Donc il y a pas mal de choses. King est un très gros utilisateur de Flink. Et donc en France, on a la chance d'avoir un très gros utilisateur de Flink, et en plus qui parle de Flink. Et c'est Bouygues. Et cette slide date de 2016, de juillet 2016. À la conférence Flink, qui s'appelle Flink Forward, il y a 2 personnes de Bouygues qui sont venues. Alors, il y a 2 gros projets Flink, il y en a un à Paris, c'est celui-là, et un à Nantes. Mais à Nantes, je ne sais pas, je n'ai pas rencontré l'équipe. En 2016, donc c'était 16 milliards d'événements qui étaient gérés tous les jours, 2 Tera par jour qui étaient envoyés sur des clusters. Et en fait, l'idée, c'est de monitorer la partie mobile et fixe. Alors, fixe ici et mobile, et avoir la capacité dans la salle de commande et de gestion du réseau, de savoir ce qui se passe au niveau des alertes, pouvoir fournir des analytiques et de l'analytique importante et des informations. Initialement, quand ils avaient commencé ce projet, si je me souviens bien de ce que j'ai dit quand j'en avais discuté avec eux, ils avaient essayé de le faire avec Spark et Spark Streaming. À l'époque, Spark et Spark Streaming n'étaient pas capables de gérer ce que fait Flink aujourd'hui. C'est-à-dire le volume, la capacité à gérer des états, le côté vraiment hautement distribué du processing sur des événements. Ça progresse au niveau de Spark Streaming aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, j'ai mis le lien vers la slide, les slides si vous voulez en savoir plus, notamment si vous voulez contacter les 2 personnes qui ont présenté, elles sont super réactives. Si vous avez des questions, elles vont répondre tout de suite. Donc il y a une partie qui est importante, là, ce que j'ai juste montré à un moment donné, c'est la capacité à faire du windowing, à regrouper les messages par 5 messages. C'est cette capacité à dire j'ai un flux d'informations, le début, j'envoie des données, alors pardon, le début, là c'est le premier événement, deuxième événement, etc. Donc le système de windowing, c'est d'être capable d'agréger, de faire des calculs sur un sous-ensemble ou sur l'ensemble des événements. Là, si on fait la somme de tout ça, on a ce qu'on appelle une rolling sum. C'est ce que j'ai fait jusqu'ici en rajoutant une clé. Et si vous ajoutez 2 plus 5, 2 plus 3, ça fait 5. 2 plus 3 plus 1, ça fait 6, etc., etc. Ça fait 57. Et là, en fait, on accumule
toutes les valeurs au fil de l'eau. Mais ça ne suffit pas en fonction des besoins métiers. Vous pourriez dire, je veux cumuler toutes les 10 minutes, ou je veux cumuler chaque fois qu'il y a plus de 100 voitures qui sont passées. Imaginez, vous voyez les capteurs qu'il y a sur la route, là, pour savoir si une route est bien utilisée ou pas. Vous pourriez dire, bah, je capture, toutes les 10 voitures, j'envoie les informations sur quand est-ce que ça a eu lieu, ou toutes les heures, j'envoie des informations. Donc là, on va parler de fenêtrage des événements. Un exemple, ça va être la capacité à dire, je veux cumuler en comptant le nombre d'événements. Et dans ce cas-là, le tumbling window va juste être de dire je cumule sur 4 événements, ça va faire 8 ici, je remets à 0, ça va faire 22 là, etc. Donc chaque window ici est complètement séparé. Ça va se dire bah, j'envoie toutes les 5 voitures des événements à la console d'administration pour telle ou telle chose. Après, on va pouvoir cumuler de façon différente, où on va faire du sliding window, on va dire je veux faire tous les 4 événements avec un overlap de 2 pour avoir un système un peu différent de calcul, faire de l'agrégation et des choses comme ça. En fonction des besoins, on va pouvoir le faire. Donc là, c'est toujours, on compte simplement les événements. Donc, si je les ai groupés, on va faire ça à un niveau de groupe particulier. Et là, c'est ce que je fais ici. C'est que, je vais vous faire la démo de ça après, je vais cumuler par 2 événements par clé. Alors là, vous avez deux valeurs. Vous avez la clé et la valeur. La clé, c'est 3, la valeur, c'est 2. Et ici, vous avez une autre clé. La clé, c'est 3, la valeur, c'est 7, etc., etc. Et je veux cumuler tous ces événements 2 par 2 par clé. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que si on regarde ici, 3, 7, je peux mettre, j'arrive même plus. Oui, là, c'est ça. Vous avez ici 3, 7 et 3, 2. Une fois que j'ai reçu cet événement, je vais générer 3, 9, c'est la clé. Je vais vous faire un autre exemple ici, avec une autre façon de générer des messages qui sont proches de ça. C'est plus simple quand je vais vous le montrer. Là, au lieu d'envoyer simplement un mot-clé, et il va cumuler un mot et il va cumuler ce mot-là, j'envoie des couples clé-valeur, 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 et je vais cumuler les valeurs. Donc c'est à peu près la même chose. En tout cas, le code est très très proche. Donc je regarde, je tue ma socket et je démarre ce programme. Je démarre la socket. Comme je vous disais, la prod, si ça marche sur mon laptop, c'est en prod, mais il y a plein de choses que je n'ai pas testées. Là, j'avais démarré le programme sans que la socket soit démarrée, ça a échoué. Donc maintenant, ce que j'envoie, j'ai envoyé des clés comme ça. Vous voyez, démo 1. Donc là, chaque fois que j'ai un événement, il va cumuler la valeur. C'est-à-dire que pour démo 1 plus démo 2, ça fait 3. Démo 3 ici, etc. Et là, je peux lui dire, bah, tu vas compter toutes les 5 voitures. Si on imagine que c'est une voiture ou un capteur, et tu vas compter, c'est le nom du capteur, pardon. Et, donc si je change en disant cette fois, tu cumules tous les 4 événements, donc là on a bien 16. Mais il ne se passe rien jusqu'à ce que j'ai les 4 événements. Et vous pouvez faire tous les calculs à chaque fois. Donc si, et à chaque fois c'est remis à 0 là. C'est-à-dire qu'il faut que j'écrive on avait 16 sur démo. On a vu là, on a la partie, ces messages-là, les premiers, les 4 messages qui ont été traités en premier sont ignorés. Après, si je veux pouvoir cumuler avec ça, je vais garder avec une sliding window sur un certain nombre d'événements ou sur la valeur que j'ai déjà calculée. Et l'état
là va être sauvé. Je peux explicitement lui dire de sauver sur le système de stockage quand je vais vouloir travailler en mode distribué hautement disponible. Donc, dans cette partie-là, ça va être une des choses les plus riches autour de Flink. Ce qui va vraiment faire une très grosse différence par rapport aux autres systèmes de traitement distribué sur les événements. C'est que la notion de temps ou de timestamp est super importante quand on va faire du processing d'événements. Et il y a plusieurs temps dans une application Flink. On a le temps où l'événement a lieu, c'est-à-dire que c'est vraiment le moment où le capteur a envoyé la donnée. Le temps où il rentre dans mon système, c'est au moment où le capteur a été, par exemple, où ça a été envoyé sur Kafka et le consommateur de Flink lit dans Kafka, et le moment où c'est traité. Une façon de voir qu'il y a une différence entre processing et event, j'ai repris un des slides là, des gens de Flink, c'est de regarder Star Wars où on considère que le temps, l'event time, c'est dans l'histoire de Star Wars. L'épisode, ah ben on voit pas les années là, c'est bien. L'event time, c'est l'épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, etc. Ça, c'est le temps événement, c'est à quel moment Luke Skywalker a découvert que Darth Vader c'était son père. Je sais même plus. Par contre, si on regarde par rapport aux années, c'est 77, 80, 83, 99, 2002, etc. Donc là, ça va être le temps de processing si on veut le séparer, c'est-à-dire que le temps où le film a été publié, c'est le processing, et l'event time, c'est dans l'histoire. En fonction du besoin et des calculs que vous voulez faire, ben vous allez choisir l'un ou l'autre. Là, on a vu sur le monde entier, on a vu sur l'ensemble de l'histoire. Il faudrait rajouter les derniers épisodes. Mais vous pouvez dire en quelle année, compte-moi le nombre de personnages qui sont morts en 77, vous aurez utilisé le processing, ou compte-moi le nombre de personnages qui sont morts sur les épisodes 1, 2, 3. Et là, on va utiliser l'event time pour faire ça. Une autre façon de regarder à ça en s'appuyant sur un use case, ça va être autour, si on est dans les mobiles par exemple, et vous avez un réseau avec deux producteurs d'événements, une antenne pour les mobiles, un routeur pour la data. À chaque fois que vous envoyez un message sur le système, il va avoir un temps qui va à l'intérieur, qui est vraiment le moment où le message a été produit dans l'antenne ou produit sur le routeur. Il est renvoyé dans vos systèmes de queue et il rentre dans Flink. Au moment où il rentre dans Flink, il y a l'ingestion time, et au moment où il va avoir du calcul, ça va être le window processing time. La plupart du temps, l'événement dont vous avez réellement besoin, c'est celui-là. Parce que ce qui peut se passer, c'est que ces deux événements sont générés, par exemple, par rapport à ma montre, à 2 secondes d'intervalle. Celui-là est généré en premier, celui-là est généré 2 secondes plus tard. Et pour exemple, X ou Y, l'antenne était en panne ou je ne sais quoi, ça n'a pas envoyé le message tout de suite sur le réseau. Ce message-là peut arriver avant dans Flink. Et dans ce cas-là, si vous avez un traitement qui doit vérifier telle ou telle chose pour faire de la détection de fraude, pour faire de la détection ou faire un calcul, si vous devriez idéalement attendre et savoir que l'événement de l'antenne, je dois attendre l'événement de l'antenne pour un traitement, savoir s'il arrivait avant ou après, des choses comme ça. Je vais recevoir cet événement et je vais attendre. Donc, il y a vraiment toute cette capacité à écrire des calculs et de l'agrégation compliquée sur le temps avec Flink. Donc la façon dont on va le faire dans ce cas-là, c'est que vous allez avoir la capacité dans l'API je peux faire du time window. Et ici, vous allez choisir le type d'événement, soit en attente ou il y a du processus. Je me souviens plus de l'API, c'est bien ça. Sinon, il y a le truc 5 où j'attends simplement 5 secondes, etc. Là, si je vais attendre toutes les 4 secondes, je vais lui dire attends toutes les 4 secondes. Une autre partie que je voulais vous montrer, avant de partir sur le complex event processing, c'est que, quand vous voulez, si on reprend cet exemple-là,
Si on reprend cet exemple-là, vous voyez, vous avez ici plusieurs sources d'informations qui vont envoyer des messages et qui vont faire du processing. Ce que vous pouvez faire, c'est avoir plusieurs sources d'informations qui vont générer un stream vers votre processing et les cumuler, faire un merge de toutes les sources. Là, je vais reprendre un exemple un petit peu différent. Je reprends le même exemple, mais je vais l'enrichir d'une fonctionnalité où je vais lui dire première ligne, prends le flux de données qui vient de la socket, crée un autre flux de données qui vient de Kafka. Donc là, je lui dis, tu crées un consommateur, donc il va s'abonner au topic. Donc c'est un stream mapper, mais vous voyez, c'est avec la même API, hein, c'est le Kafka Stream. Et après, fait l'union de ces deux streams pour générer un flux de type texte, le même que tout à l'heure, et là, je commence le calcul. Donc, je vais démarrer, je redémarre la socket qui est là. Ici, je vais créer juste un producer. C'est le Kafka Producer en fait, qui va me permettre d'envoyer des messages sur le topic qui est là. Le topic sur lequel je suis enregistré. Donc j'ai deux sources de données potentielles. Et je vais démarrer mon super programme. Programme qui fait l'union en fait entre les deux streams. Donc si ici je tape le Java 74, je vous expliquerai d'où il vient dans une seconde. Et dans le topic, ça prend un peu de temps, c'est pas dû à... ça prend beaucoup de temps. Ah oui, mais c'est normal. J'ai mis un time window, il attend 5 secondes avant de faire démarrer juste pour qu'on le fasse proprement. Donc, je vais appeler Kafka 10. Là, il fusionne bien les deux, c'est-à-dire que si je vais assez vite, c'est pour ça que je vous avais mis un temps, si j'envoie un message sur Kafka et un message sur le socket et que je lui ai dit de cumuler toutes les 5 secondes et que j'envoie ça en moins de 5 secondes, il va faire l'agrégation des deux. Et ce qui est intéressant avec Kafka, dans la façon dont ça fonctionne, c'est si j'éteins mon application. Là, on a Kafka 10, d'accord? Je poste des messages sur le système Kafka, j'envoie des messages. Quand mon application va redémarrer, alors là, j'ai laissé la configuration par défaut. Il a relu les messages depuis ceux qu'il n'avait pas lus. Et je peux même lui dire de lire tous les messages depuis le début. Ça, c'est une grosse différence de Kafka par rapport aux autres. C'est que sur le système de messaging, je peux aller lire dans l'histoire des événements en fonction des besoins. Donc souvent, ce qu'on va faire, et c'est pour ça, c'est ce que dans la partie streaming, quand je travaille sur des projets, j'essaye de faire en sorte de poster sur Kafka les événements, de faire du processing avec Flink ou autre pour pouvoir traiter la donnée et montrer cet avantage d'être capable de jouer dans le temps sur la donnée. Parmi les choses vraiment intéressantes à faire avec Flink, en dehors de ce traitement qui est juste de l'agrégation, c'est le complex event processing. Le complex event processing, en soi, c'est relativement... c'est complexe, mais en fait, en soi, c'est relativement simple. Si j'ai un événement et un événement A, un événement B et l'événement C, etc., je fais quelque chose. Il faut garder en tête que ça doit être dans un système qui doit répondre rapidement et dans un système qui doit pouvoir scaler. Et parce que je veux tester A, B, C dans cet ordre-là, il faut que je sois capable de garantir que je ne lis qu'une fois le message, parce que sinon ça devient compliqué de savoir si j'ai lu A et pas B, et j'ai lu B 2 fois, etc. Donc ça, Flink le donne. Et pouvoir également travailler sur le temps, et c'est l'exemple qu'on va donner ici, avec un système de
de livraison. Donc en fait, Zalando utilise ça en partie, une extension de ce truc-là, où vous avez plusieurs événements et plusieurs opérations qui va être de dire, quand j'ai un client qui passe une commande, je reçois une commande à un moment donné, c'est la petite enveloppe, je traite la commande et j'envoie la commande terminée et je vais la livrer. Donc, je l'envoie au transporteur et après elle est délivrée. Donc il y a 3 événements qui sont dans cette partie-là. Donc la façon dont je vais faire mon application, je génère 3 types d'événements Flink, 3 types de messages. Avec à chaque fois l'order ID qui va devenir la clé sur laquelle je vais faire toutes mes opérations. Le timestamp qui va être l'event time, le moment où j'ai reçu la commande, le moment où j'ai préparé la commande et mise dans le camion, et le moment où je l'ai délivré au client. Donc, une string qui permet de faire d'autres requêtes, si on veut, sur les événements. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir, en utilisant ça, savoir quand est-ce qu'il y a une erreur dans mon système. Alors, l'erreur dans mon système, ça va être de dire qu'entre le moment où j'ai reçu la commande et le moment où je l'ai mise dans le camion, il ne faut pas que ça dépasse 1 heure, il ne faut pas que ça dépasse une journée. Entre le moment où je l'ai mis dans le camion et que ce soit livré au client, il ne faut pas que ça dépasse 3 jours. Donc on va traiter des exceptions comme ça. Et donc le framework au sein de Flink va vous permettre de faire ça. Pour ça, j'ai besoin de gérer d'autres événements. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on gère des événements et on va générer des événements à chaque étape qui vont être « j'ai réussi à faire le processing, j'ai réussi à traiter ma commande » ou « j'ai échoué, j'ai fait un warning ». Alors, c'est pas échoué au sens... c'est pour ça que c'est un warning. C'est pas un échec, je n'ai pas pu traiter la commande. C'est ma commande n'a pas été traitée à temps. Pareil pour la livraison. Et je vais rajouter ici la durée, c'est-à-dire que je vais calculer par rapport au moment précédent. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai reçu la commande et le moment où je l'ai traitée, je vais prendre la durée. Ça va durer 1 heure, ça va durer 2 heures, etc. Pareil, au moment où j'ai envoyé, fait le processing et le delivery, combien de temps ça a duré. Je stocke ça dans le message. Donc, on va générer des alertes quand on ne retrouve pas à temps cette information. C'est-à-dire que là, j'ai reçu une commande, je l'ai traitée, je l'ai mise dans le camion, je l'ai livrée. Là, j'ai traité la commande, mais j'ai toujours pas reçu le fait comme quoi je l'ai vérifié, je l'ai livré à temps. Pareil ici, j'ai reçu la commande, mais pour l'instant, je ne la vois pas par rapport à la règle que je me suis donnée. Donc en fait, le framework de Complex Event Processing dans Flink va vous permettre d'écrire ça. C'est-à-dire qu'il faut être capable, entre le moment où j'ai reçu la commande et envoyé la commande. Donc je crée d'abord un pattern qui va être traiter les événements, juste dire voilà comment je vais tester les événements. C'est-à-dire que si j'ai reçu, le premier pattern, c'est je reçois un événement de type received, de type order. Et si c'est suivi par un événement ship, ça doit être suivi par un événement ship en moins d'1 heure. Là, vous avez juste préparé la règle qui va faire le Complex Event Processing. Vous enregistrez cet événement dans le framework de Complex Event Processing. Donc je rajoute ce pattern qui est groupé par order ID dans le système de Complex Event Processing. Et je le prépare et je lance le programme. Et là, vous allez avoir, quand je reçois, donc ça c'est ce qui va être généré, donc je reçois les événements. Si j'ai reçu un warning, je vais générer, non pardon, oui, en premier c'est si j'ai l'échec, si ça c'est rentré en oui, c'est-à-dire que je suis rentré dans un système où en moins d'1 heure je n'ai pas reçu l'événement, donc la règle a été validée entre guillemets, c'est-à-dire que je dois passer dans cette exception-là, je génère un événement process warning. Dans les autres cas, je génère un process success. C'est là où je rajoute la durée, le timestamp, moins l'événement précédent, qui va durer la durée du shipping. Donc là, juste en définissant cette règle, parce que cette partie-là, là c'est juste l'enregistrement de la logique, j'ai défini mon complex event processing. On voit, j'ai tel message suivi par tel message avec tel critère, et là c'est within 1 hour. Donc là, ça va vraiment permettre en fait de capturer les événements. Ce qui est intéressant maintenant, on a
ce type d'événements qui sont dans le système. Process warning, process success, order, shipment warning, delivery warning, deliver no success. On a des événements qui sont des ordres sur lesquels je peux faire des opérations. Et ces ordres sur lesquels je peux faire des opérations, c'est-à-dire que maintenant je peux analyser ce qui se passe dans mon système en temps réel. Et je voudrais savoir combien d'échecs il y a eu entre tel moment et tel moment. Ou combien de temps ont pris telle ou telle livraison, ou telle étape. Et pour ça, en fait, dans Flink, on a la possibilité, donc temps moyen de traitement d'une commande, etc. Là, c'est juste pour donner des étapes. Je n'ai pas eu le temps d'écrire cet exemple-là, j'en ai un autre qui est un peu différent. Qui donne la même idée. C'est-à-dire que là, en fait, c'était juste un système qui écoutait... j'avais fait des petits devices IoT qui généraient des événements. Vous secouez, ça générait des événements, ça donnait la moyenne de ces événements. Donc là, j'ai écrit une requête SQL qui va lire au fil de l'eau les événements de Flink. Donc là, et quand je dis vraiment du SQL, vous voyez, c'est vraiment... donne-moi l'adresse MAC, donc c'était groupé par device, la valeur moyenne sur le proc time, parce que là, j'avais pas d'événement time, groupé, etc. Donc là, on va pouvoir calculer en temps réel, au fur et à mesure des événements, donne-moi toutes les heures le temps de traitement d'une commande, ou de l'ensemble des commandes qui ont eu lieu, le nombre de fois où tel événement, le warning est arrivé. Et ça, en fait, ça génère ici le résultat de ça, parce qu'en fait, si vous pouvez imaginer ça, vous avez déjà fait du continuous query sur les bases de données où vous écrivez un curseur qui n'est jamais fermé, et la base de données vous pousse les événements. C'est l'équivalent, en fait. Pour ceux qui font du Kafka, Kafka vient de rajouter ça s'appelle KSQL. Ils ont fait un peu l'équivalent de ce qu'il y a dans Flink pour pouvoir s'abonner aux événements. Donc là, je fais la requête et en résultat, j'ai comme un résultat fait, mais qui est un data stream. Et là, je repose ce résultat, par exemple, sur Flink, et je peux pousser en temps réel dans un dashboard les statistiques de calcul. C'est pour ça qu'on parle de Flink pour faire du streaming analytics, pour pouvoir envoyer directement. Quand vous n'avez pas la possibilité de faire du flux, donc là, on pourrait imaginer que vous avez ici un topic Kafka qui reçoit ces messages, et au fil de l'eau, vous avez une WebSocket ou quelque chose. Parce que ça ne va pas envoyer des millions de messages, ça va envoyer un message toutes les 5 secondes. Qui va être en temps réel, le calcul de vos... Derrière ça, vous pouvez avoir des millions de messages, mais le résultat, ça reste quelque chose qui est tout petit. Si vous n'avez pas la possibilité de faire des WebSockets ou d'avoir un système qui pousse, bah, au lieu de faire un AdSync vers du Kafka, il est aussi possible, je ne me souviens plus du nom de l'opération, je ne sais plus me souvenir de... Si, voilà. C'est plus lié à la table que vous avez là. C'est qu'on a la possibilité de sauver ce résultat dans une base de données relationnelle. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va à chaque fois faire comme un upsert. C'est-à-dire que ça va remplacer, vous avez à grouper par donne-moi le temps de calcul, de moyens, de processing, de traitement d'une commande par entrepôt. Donc ça va être le group by entrepôt, temps moyen de gestion d'une commande. Vous avez 50 entrepôts. Chaque fois que la requête va être exécutée, ça va aller sauver dans cette table en gardant le group by, le clé valeur, et votre outil de reporting classique de type tableau, etc. a juste à taper dans cette information. Là, on est assez proche du batch, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un batch qui avait lieu toutes les 5 secondes. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ça, c'est vraiment fait sur le flux d'informations qui arrive en temps réel. Et là, en fait, c'est là où vous allez vous retrouver avec un gros cluster qui peut gérer des millions de messages par seconde. L'état, l'agrégation qui a besoin d'être utilisé pour ça est géré automatiquement par Flink. En fait. Alors, j'ai pas eu le temps de refaire la démo. C'est-à-dire que quand je vous disais que j'avais un petit device qui... un petit capteur qui gère les vibrations, et ça envoyait les données sur un réseau Wi-Fi, en fait, et on calculait ça. Donc tout le code qui est là est dispo.
Si vous avez besoin de savoir plus de choses autour de Flink, en tout cas, moi c'est avec ça que j'ai fait mes petites démos. Vous prenez ce petit bouquin, alors tout est disponible, vous allez sur Mapper eBook, parce que là j'en ai plus. C'est des petits bouquins qui font 50-60 pages, donc c'est bien parce qu'ils sont très très rapides à lire. Celui-là est intéressant parce que c'est vraiment très Flink. Celui-là c'est vraiment sur qu'est-ce que ça peut vous apporter de faire du streaming dans votre architecture. Du streaming pour là, on a vu pour le traitement de données, sur les microservices, sur le monitoring de vos microservices, sur la façon dont vous allez capturer de la donnée pour faire du big data. De plus en plus, hein, moi quand je travaille sur on est en train de transformer les architectures qui étaient sur beaucoup d'échanges de données par fichiers, export, etc. sur du streaming. Essayer d'envoyer tous les événements en temps réel dans le système, qui peuvent être agrégés sur des teraoctets de fichiers, mais avant d'être sauvés, ils peuvent être traités. Et là, je vais rajouter Spark parce que malgré tout, Spark et Spark Streaming sont plus utilisés que Flink. Et souvent, moi ce que je dis aux gens, c'est si vous êtes vraiment très orienté streaming, faites du Flink. Si vous êtes au tout début et que vous avez plutôt envie de trouver des compétences faciles sur le marché, Spark, vous avez plus de compétences aujourd'hui sur le marché. La philosophie est la même, la façon dont vous allez traiter l'information est à peu près la même. Mais par contre, aujourd'hui, c'est plus riche sur le streaming chez Flink que chez Spark. Est-ce que vous avez des questions? Pour les événements, qu'est-ce qu'on met dedans exactement? Est-ce qu'on doit mettre juste ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, tout dépend de ce qu'on envoie pour pouvoir le traiter. Comment les boîtes font? Ils mettent un état précédent parfois? Tu n'as pas besoin de mettre un état précédent parce que tu es capable de le retrouver. Ce que tu vas essayer de faire, c'est ce que j'aime bien prendre comme exemple, c'est si tu fais du CDC sur ta base de données, du Change Data Capture, ce que tu envoies à ta base de données, c'est insert tel champ, tel champ, tel champ. T'évites d'envoyer ça en direct parce qu'en fait c'est un truc qui est trop technique pour être traité. Tu vas plutôt envoyer un message que tu auras structuré toi-même au format JSON, Avro ou autre, où tu vas être capable de reconnaître vraiment ce qui s'est passé, de ne pas avoir à parser une documentation technique. Et notamment, c'est important parce que si demain tu passes de ton CDC qui est j'écoute le log de la base Oracle ou de la base Mongo et je passe sur un système où je suis passé sur le cloud et maintenant c'est mon cloud qui m'envoie cet événement, tu choisis le format. Donc c'est plutôt essayer de faire quelque chose qui est plutôt métier. Alors le métier, ça peut être des métriques. Si c'est du monitoring de réseau, par exemple, c'est métrique. Mais tu ne vas pas envoyer la trame TCP direct, tu vas plutôt envoyer quelque chose qui est un peu plus riche et pas trop gros. Alors ça dépend. Pas trop gros si tu envoies des millions de messages par seconde. Nous, quand on fait nos tests, on fait des tests parce que à 11 millions de messages par seconde, entre 8 et 11 millions de messages par seconde. Et les événements peuvent évoluer. Les événements peuvent évoluer. Alors souvent, souvent tu vas associer ça à un schéma et tu vas mettre une version pour te permettre. Après, la façon la plus propre de travailler, c'est de partir du principe que généralement sur le type de données, tu vas rarement te tromper. C'est-à-dire que tu vas commencer avec un numérique ou une string, généralement. Ce qu'il faut faire pour éviter les problèmes, c'est t'enlèves jamais un champ. Non mais c'est con, mais c'est un bon principe. Sauf si ton champ, c'est une vidéo qui fait 4 gigas et que tu avais des choses que tu dis, il faudrait quand même que je clean. Ce qui va se passer, c'est que Flink en lui-même ne stocke pas tous les événements. Il va stocker les données agrégées par rapport aux clés que tu as parties. Les données sont stockées dans Kafka, si tu fais du Kafka. Tu as un temps de rétention qui est par défaut de 7 jours dans Kafka et dans Mapper. Mais après, ce qui se passe, c'est que... Alors ça, c'est une longue discussion sur le streaming, qui est justement dans ce bouquin-là, ça peut être intéressant. Vous avez fait du l'event sourcing, vous avez vu des présentations CQRS, etc. On pourrait imaginer que l'event sourcing vienne que tous les événements soient stockés dans Kafka ou MapperStream, pour toujours. Alors là, il y a... C'est-à-dire que les puristes de CQRS vont probablement dire « ouais, c'est top ». Moi, je vais vous dire « faites attention ». Parce que ça veut dire que si un jour vous voulez lire les terras et les terras et les terras, ça va coûter. Et en plus, maintenant, vous avez tous entendu parler de GDPR. C'est les règles des données. Moi, je veux être capable, en tant que client, je suis client dans une mutuelle à Niort, et je dis maintenant, vous m'effacez de vos bases de données. Un log Kafka, un log Mapper, c'est immutable. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toute cette discussion...
Là, je travaille sur un projet qui est avec un système de paiement en ligne, un peu comme ah merde, le plus connu c'est PayPal. Et en fait, toutes les transactions passent par du MapperStream. Et en gros, il génère 700 à 800 gigas de données par jour. Et il voulait garder tout. Le problème, c'est quand il voulait refaire des calculs dessus en lisant tout, ça devenait beaucoup beaucoup trop gros. Tu as beau avoir un système qui lit en parallèle, etc. La réalité, c'est que si tu as 5 Tera dans un système et que tu veux traiter 5 Tera, il faut les lire, les 5 Tera. Donc il faut faire attention à cette partie-là. Donc c'est pour ça que sur le côté évolution des schémas, sur les messages, entre guillemets, dans la réalité, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore vu de client qui gardait les événements bruts éternellement. Donc l'évolution des schémas était beaucoup moins grave, parce que du compte, ce qui se passe, c'est que dans la façon dont tu vas bosser, tu vas plutôt... Quand tu as une évolution de schéma, tu vas créer un autre service. C'est-à-dire que tu vas et c'est là où il faut vraiment voir ce système-là. Ben, c'est un service de processing qui est la V1 du processing. Tu vas éviter de changer ça, en fait. S'il change vraiment, tu en démarres à côté. Et au bout d'un moment, lui, il peut se décommissionner. Exactement comme vous bossez sur vos microservices avec... j'ai un système qui va faire le calcul de mon client. C'est un système qui tourne en node à cet endroit-là. Quand vous voulez le faire évoluer, généralement, si vous l'avez déployé dans du Docker, on ne met pas un jour à Docker, on le tue, on le redémarre. Il faut voir ça un peu de la même façon. C'est que vous faites évoluer, c'est de l'annulaire en place, ce qui permet d'avoir plein de choses en termes de non-régression, de tests qui sont beaucoup plus simples, parce que vous faites évoluer cette partie-là plus rapidement. D'autres questions? Oui. Plus dans la journée, on a vu des conférences autour de Eric Java 2 et puis autour de MapperStream. Quelles sont les différences concrètes, quels sont les apports de Phoenix par rapport à ça? Alors à l'intérieur, c'est du Scala. Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit du AK, je n'ai pas regardé le code. Ça se pourrait que ce soit du AK. La grosse différence, en fait, c'est que RX2, ça ne va pas être un système distribué fortement avec des milliers de machines. Je pense pas. Sur AK, tu peux le faire. C'est deux façons de programmer un peu différentes. Ce que va te donner... ça, c'est un système de processing au-dessus qui est beaucoup plus riche. Sur l'échange de messages et le côté réactif va être à peu près le même. Mais je dirais que tu vas faire du AK quand tu es dans une seule application avec plein de services qui parlent. Donc sur le côté microservice, et ton application microservice va vraiment être là-dessus. Et si tu veux faire un système qui va faire de l'agrégation pendant des heures, parce que ça c'est fait pour ça, tu vas pas lancer, à mon avis, du AK pour dire je vais agréger toutes mes commandes du mois, etc. Parce que c'est à ça que ça va être un peu différent. Dans la façon dont tu vas travailler, la façon dont tu vas programmer va être assez proche. Mais si ça se trouve, c'est du AK à l'intérieur. Je ne suis pas sûr, mais ça se trouve, c'est du AK. Pour justement, eux traitent les événements et ils rajoutent une couche un peu plus. Après, tu as le côté gestion d'état et distribué qui est clé en main. Tu n'as pas de gestion d'état proprement dit dans AK à ma connaissance. Tu vas persister sur un système de stockage. Voilà. Il y en a un qui est pressé d'aller voir ça bien.